Cowboy et aujourd'hui nous recevons Jean-Antoine Ortigogne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chanteur à Méridiane, mais vous êtes aussi un collectionneur. Et aujourd'hui vous êtes venu surtout pour nous parler de cette collection. Comment l'avez-vous débuté? Alors, ma collection, ma modeste collection, donc moi j'ai commencé très jeune en fait. Au départ, c'était pas spécialement pour collectionner, c'était parce que c'est ma passion depuis tout jeune. J'ai simplement, j'ai commencé avec les vinyles de mes parents, en trouvant quelques vinyles à droite à gauche, puisqu'ils écoutaient beaucoup de chansons corses de l'époque. Donc ça a commencé simplement. Un jour, j'avais fait un concours étant adolescent, c'est un concours sur Rigourd, la production Rigourd en Corse, que j'avais gagné, que j'avais remporté. En fait, il fallait choisir les 10 titres des plus belles chansons corse et les avoir dans l'ordre, en fait. Et j'avais gagné ce concours, et en fait, j'avais gagné toute la collection Rigourd, toute la production depuis les années 70 de Rigourd. Donc à partir de là, j'ai commencé à devenir pas mal de vinyles, pas mal de CD corse, tout ça et tout. Et c'est de là que m'est venue l'envie de vouloir un peu l'agrandir avec les disques qui me manquaient, où j'ai commencé un peu à numériser certains vinyles que malheureusement on ne peut plus écouter que sur une platine vinyle, et on ne trouve pas des disques, donc je les ai numérisés pour avoir le CD en fait. Alors justement, ce travail de numérisation, c'est une passion, vous l'avez dit, mais c'est aussi un travail. Vous avez numérisé, vous avez dû rechercher, vous avez scanné les pochettes. C'est un vrai travail. Et ça prend du temps, c'est-à-dire que bon, un vinyle, s'il dure 50 minutes ou 1 heure, eh bien, vous allez déjà passer minimum 1 heure pour le numériser, sans compter qu'il faut scanner la pochette, marquer tous les titres. Voilà, donc c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Aujourd'hui, j'ai un peu moins de temps qu'avant, mais j'essaie quand même de mettre à jour ma collection, en fait. Une collection, dans votre collection, vous avez combien de pièces? C'est-à-dire qu'en 33 tours, j'ai à peu près 1500 pièces en 33 tours, en 45 tours 2000, en CD plus de 2000, et c'est vrai que ça commence à prendre la place. Puis après, je collectionne, je suis allé plus loin dans ma collection, en fait. Je ne me suis pas cantonné uniquement au disque, au support du disque, mais j'ai commencé à collectionner aussi tout ce qui était affiches de groupe, et tout ce qui peut être même jusqu'aux goodies, c'est-à-dire, ça c'est plutôt pour les groupes comme les Mowin qui sont très, très connus, c'est-à-dire, voilà, ça peut être le briquet, ça peut être, je vais même très loin dans la collection maintenant que je fais le tour de tous ces disques en fait. Et donc, avec vous, on va revenir sur l'histoire finalement du chant corse, parce que finalement, c'est votre passion, c'est une passion, vous l'avez dit, qui vous prend énormément de temps. Donc, on va commencer très, très brièvement. Donc, le chant corse, comment est-il né? Comment peut-on le définir au tout départ? Alors, le tout départ, bon, c'est sûr que la Corse a une tradition orale très forte pour le chant, donc c'est assez naturel de chanter en Corse. Elle a commencé, les productions du moins ont commencé dans les années 50-60, où là on retrouve plutôt tout ce qui était cabaret. Donc sur Ajaccio, les sons de guitare avec Antoine Bonnet, Tino Rossi qui a fait aussi connaître finalement la chanson corse à l'extérieur, qui reprenait quelques standards comme les berceuses corses, tout ça. Donc ça a été, si vous voulez, ça a été connu beaucoup sur le continent, la chanson corse. Elle a été, et après est arrivé le moment du riacuisto dans les années 70, où là ça a été vraiment un renouveau pour tout et surtout pour la culture, où là beaucoup de groupes ont commencé, dont Cantaoulu Gursu, qui est un des premiers groupes, le premier groupe à s'être formé. Alors justement, ce riacuisto, donc toute la culture corse, toutes les cartes sont remélangées au niveau de la culture corse. Il y a un retour de cette culture. On parlait donc de ce moment cabaret. Et le riacuisto, qu'est-ce que ça a changé au niveau de la musique, au niveau du chant? Alors le riacuisto,
ça a permis, pour tout ce qui était du chant traditionnel qui commençait à tomber dans l'oubli, notamment à Badil et même certains chants religieux, donc tous ces groupes de la cuiste ont pris conscience qu'il y avait un vrai travail, un travail de transmission à remettre en place en fait. Donc des groupes comme Cantabolougous, quand vous prenez le premier disque de Cantabolougous, vous y retrouvez beaucoup de traditionnels. Parce que on n'était pas encore dans cette démarche de création, de composition, on était dans la démarche de dire le peu qui nous reste, on veut le sauvegarder maintenant. Et c'était vraiment un souci de sauvegarde. Donc ceux qui sont arrivés à faire d'ailleurs, et après on voit l'évolution de tous ces groupes avec ce socle-là de la tradition, il est venu la création en fait. On voit notamment avec Cantabou Logours, il y a eu un travail d'aller rechercher justement les musiques. On parle de Cantabou Logours qui partait dans toute la Corse, récupérer les chants des anciens. Voilà, c'était un vrai travail. Donc le peu d'anciens qui restaient dans les villages où on disait telle personne connaît telle chanson, il faut l'enregistrer, donc ils allaient l'enregistrer, ils essayaient de retranscrire un peu ce chant pour le faire partager au public. Et du moment où ça apparaissait sur un album, et bien forcément, ces chants-là ne sont pas tombés dans l'oubli. C'est un peu aussi, là je vais faire un peu un bond, mais c'est aussi un peu ce qui s'est passé avec le chant sacré. Les quelques albums de chants sacrés qui sont sortis dans les années 70-80, notamment la messe de Rouge et la messe de Sermano, grâce toujours à ces mêmes groupes, Cantabolougous et Diamadialese, donc c'est toujours le même noyau, hein, puisque ces groupes-là émanent de Cantabolougous finalement. Et finalement, c'est les morceaux qui sont restés, les chants sacrés qui ont été conservés. Parce que nous, étant plus jeunes, on a pris référence sur ces disques-là des années 70 et 80. Donc la messe de Rouge et de Sermano, elle n'est pas tombée dans l'oubli grâce à ça. Après, ça a ses bons côtés, bien évidemment, de sauvegarde, mais ça a aussi d'autres côtés où, moi, là, je vais parler en tant que confrère, c'est vrai que ça a fait... On a uniformisé le chant, finalement, en Corse, en pensant que le chant sacré, c'était Sermano et Rouge. Malheureusement, et heureusement d'ailleurs, notre force en Corse, c'est que chaque région et chaque village a sa façon de chanter, et ça c'est important de le conserver. Alors on va continuer dans cette parenthèse religieuse, vous êtes confrère. Comment, justement, vous avez parlé de cette uniformisation, comment vous, de votre côté, avec votre confrérie et les autres confréries bien sûr, vous avez un peu, je dirais, lutté contre cette uniformisation? Vous en avez eu sûrement besoin aussi pour vous réapproprier le chant religieux corse, mais comment vous vous êtes démarqué, je dirais? Alors, moi, c'est dur à parler parce que je suis vraiment jeune confrère. Hein. Ça fait un an que je suis dans la confrérie d'Île-Rousse, qu'on a remonté la confrérie d'Île-Rousse, en fait. Mais parce que j'entends des anciens qui sont là pour nous aider, justement, voilà, il a fallu recréer souvent des chants qui n'existaient plus. Il a fallu retrouver des enregistrements qui restaient, interroger certaines personnes dans les villages qui avaient un peu l'air de tel et tel morceau, et à partir de ce morceau, eh ben, on a pu reconstituer les autres morceaux derrière. C'est un long travail hein, que les confrères ont fait, il y a une vingtaine d'années qu'elle a débuté ce travail-là, 20 ou 30 ans. Donc c'est vrai qu'on peut dire que le chant corse est vraiment l'image de son peuple. On va revenir là maintenant sur l'aspect politique. Donc après ce Riacuichtu, la situation politique, la situation politique change en Corse avec la montée du nationalisme, la création du FLNC. Et un chant qui suit cette mouvance. C'est ça, donc il faut savoir qu'à l'époque, aller dans un concert, il y a plus de 30 ans en arrière, c'est aussi une démarche militante. Hein. Aujourd'hui, bon, on peut aller écouter n'importe quel groupe, même si les groupes ont toujours leurs revendications, hein, leurs propres revendications, mais je veux dire, c'est quand même... voilà, et à l'époque, c'était que les militants quasiment qui allaient dans ces concerts-là. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça s'est développé d'une autre façon, le message est toujours porté,
Mais bon, comme vous le dites, il y a aussi une évolution politique qui fait qu'en Corse, peut-être on a peut-être un peu moins besoin de revendications qu'avant et les choses avancent politiquement, disons. Il y a eu de grands chanteurs militants, on pense à Nadal Luciani par exemple. Lujan, voilà, qui a marqué l'histoire de Cantabile, mais qui a marqué aussi voilà, l'histoire de la lutte en Corse. Et après, on peut noter une évolution vers cette musique corse, entre guillemets, world music, avec un groupe notamment comme i Mouvrini. La world music, elle est arrivée dans les années 90, hein, où voilà, bon, les Mauvrines ont su bien prendre ce tournant, en fait. Elle est arrivée aussi avec les nouvelles polyphonies corses, qui avaient remporté à ce moment-là les victoires de la musique. Donc c'est les années 90 qui, là, vraiment ont ouvert grand les portes pour la chanson corse, en fait, hein, qui a été connue mondialement grâce à eux, quoi. Alors on va encore s'arrêter une petite seconde en expliquant bien. On se rend compte encore une fois qu'elle porte la volonté des Corses. On peut dire par exemple que cette musique des années 60, cette musique cabaret, était une musique justement de Corses expatriés. Donc on voit Paris comme la capitale, les Corses qui partaient vers la capitale. Les années 70, le réacuiche, tout le militantisme politique. Ces années 90, qu'est-ce qu'on pourrait en dire finalement? Est-ce que c'est une volonté de la Corse de reprendre sa place en Europe, dans le monde, s'ouvrir vers le Maghreb, vers les pays africains? On le voit avec Imouvrini, justement, qui ont beaucoup chanté dans les années 90, début 2000, qui ont repris des chants plutôt d'Afrique du Nord. Alors, dans les années 90, c'est arrivé le moment de la rencontre, de l'échange. Et c'est là où on s'aperçoit beaucoup, bon, notamment même nous en Balane, il y a eu les rencontres polyphoniques hein, qu'on fait avec Avilite, organisées par Avilite, notamment les José du Galvez. Là déjà on a vu énormément d'échanges qui se sont faits, des groupes comme Imouvrini qui ont commencé à faire des duos avec des grandes vedettes internationales, et on entend aussi certaines sonorités, comme vous dites, qui viennent du Maghreb. Donc en 90, on a plutôt l'envie de partager notre musique, d'échanger notre musique. On s'en aperçoit sur tous les albums, hein, même les nouvelles polyphonies corses, avec d'autres sonorités. C'est vraiment un changement à partir des années 90. D'ailleurs, même Cantabile Bourse, si on regarde bien, c'est dans les années 90 où on commence à voir apparaître une batterie. Et là, on sent vraiment qu'il y a un renouveau même de la chanson corse. Ce qui nous amène en début des années 2000. Donc le début des années 2000, un début compliqué pour certains événements politiques. Est-ce qu'on peut sentir un essoufflement pendant le tout début des années 2000? Alors, un essoufflement, parce que certains groupes, comme Cantabile Bourse, tout ça, étaient un peu, on dirait, en stand-by, les Diamadialés. Bon, c'est un moment un peu particulier, mais il faut savoir que l'année 2000 est un grand moment de production. Donc c'est un peu un paradoxe tout ça. C'est là où il y a eu beaucoup de production de disques à ce moment-là. Les années 2000, c'est la venue de nouveaux groupes en fait, de la génération suivante. Et là on voit apparaître beaucoup de petits groupes en fait, hein, dont nous, hein, le groupe Méridiano qui est des années 2003. Qui arrive à ce moment-là. C'est la génération d'après qui revient à ce moment-là. Donc, voilà, on trouve plutôt dans cette production qui est forte des disques voilà, de groupes un peu moins connus à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là aussi que naît véritablement la professionnalisation du métier. Voilà, c'était à partir de ces années-là où on commence à voir donc Imouvrini, Imouvrini se sont professionnalisés, je crois, à partir de 96-98, hein, donc fin des années 90. Donc on y trouve aussi le groupe Avilite, voilà, Jean-Paul Poletti, tous ces groupes-là qui commencent à se professionnaliser. Et c'est justement, je pense que c'est la cause justement de ces années 90 où il y a eu cette grande ouverture. Et donc toutes les productions, les grandes productions comme Universal, Sony, ont ouvert les portes au groupe corse aussi. Et les écoles aussi, pour transmettre. Et les écoles pour transmettre, voilà. Donc, mais ça, c'était un travail qui était fait même dans les années 70-80. D'ailleurs, on y retrouve certains disques d'Imouvrini et beaucoup de disques d'enfants, même quand à Bourg, avec Festasi Deline. Il y a toujours eu, je pense, ce souci de transmission, en fait.
Alors, votre passion, votre collection vous a amené à travailler, à collaborer avec Patricia Gattagiga sur un livre, Cantuimos. Comment s'est faite cette rencontre? Elle s'est faite, bon, ben, naturellement, je crois qu'on s'était croisés une fois dans un aéroport. Et en fait, bon, elle me parlait que justement elle était à la recherche, elle était en train de faire un livre donc sur la, voilà, sur Canto y Moussa, donc. Hein. Et donc, donc je lui ai dit, moi j'ai quelques disques, ça peut intéresser. Donc elle est venue le premier jour à la maison, quelques temps après, et on a commencé à travailler comme ça, à tout ressortir. Moi, ça m'a permis de remettre un peu de l'ordre dans ma collection aussi. Hein. Et voilà, c'était passionnant. Hein. Donc on a pris toutes les références de ces disques, de ces CD. Je vais vous demander de le reprendre, de bien le Oui, montrer, voilà. car c'est une très belle pièce. Canto y Moussa. Voilà, un très beau livre qui retrace bien justement la chanson corse, hein, voilà, les années du cabaret jusqu'à Aurillac-Cuisse, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Et pour vous, qu'est-ce que ça représente finalement d'avoir réussi, d'avoir fait ce livre avec Patrice? Est-ce que ça vous permet de valoriser votre collection sûrement et puis de laisser quelque chose aussi? Mais voilà, une collection, c'est pas fait simplement pour la garder pour soi, pour écouter mes disques. Bon, ça, je les écoute très souvent. Mais c'est aussi, ça fait toujours plaisir de pouvoir la partager avec des passionnés. Et le vrai plaisir, il est là, en fait. Donc moi, je sais que quand il y a quelques passionnés qui viennent à la maison, qu'on commence à s'écouter un disque, voilà, ou à s'échanger des disques ou quoi, ben, le plaisir, il est là. Voilà. Alors, puisqu'on parle de Patricia Gattagiga, chanteuse éminemment connue ici, on n'a pas beaucoup parlé du chant féminin. Alors, le chant féminin, pourquoi finalement c'était un chant plutôt religieux, c'était un chant plutôt qui était basé sur certaines étapes. Comment s'est-il émancipé finalement? Alors, le chant féminin, c'est vrai qu'il est arrivé bon, un peu plus tard, oui et non, puisque dans Cantabile course, on est retrouvé quand même Patricia Gattagiga, justement à l'époque, Anna Roux, donc, mais c'est vrai que c'était toujours des apparitions très, voilà, très courtes en fait. Hein, et le chant féminin est arrivé dans les années 90, on y retrouve, mais il y a très peu de groupes à ce moment-là, donc il y a Soledone. Qui eux font un parcours avec en parallèle des nouvelles polyphonies corses, qui font un parcours assez loin aussi. Il y a Andiolade, qui était un groupe de Balagne à ce moment-là. Et c'est vrai qu'il y a très peu de groupes de femmes. Aujourd'hui, il y a Isoladine, Isoladine et un autre groupe aussi dans le sud, dont j'ai oublié le nom. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a très peu de groupes qui ont été, du moins qui tournent, parce que des chanteuses de femmes, il y en a beaucoup. Ça peut être dû à quoi finalement? Problème traditionnel? Je pense pas. Peut-être que les hommes ont peut-être plus de facilité à marcher en groupe. Je sais pas. C'est quelque chose. Les femmes peut-être osent moins. C'est peut-être. Je sais pas. Je trouve pas d'explication vraiment à ça. Alors, donc, pour maintenant, nous sommes en 2018. On, on voit encore un nouveau changement dans la musique corse. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait parler d'un chant corse de variété? On voit que des groupes comme Incantesimo, on voit cet album avec des artistes français éminemment connus. Est-ce qu'on peut parler d'une variété corse? Alors la variété, c'est sûr que la Corse, depuis les années 2000, est encore plus fort aujourd'hui. Il y a beaucoup de chanteurs qui vont qui tendent vers la variété en fait. Hein. Donc tous ces groupes-là, non, ont simplement tenté leur chance hein, dans ces concours comme The Voice, qui sont très à la mode. Et je pense que c'est un bien pour la chanson corse. On peut montrer justement que tout en chantant corse, tout en aimant sa langue et en maintenant nos traditions, mais on peut faire aussi autre chose. C'est aussi ça la professionnalisation, hein, de montrer qu'on peut faire autre chose dans le domaine de la musique.
Et encore une fois, pour revenir au climat politique, on peut parler d'un climat plus apaisé qui Voilà, permet ça aussi. comme on disait, mais il y a peut-être moins de revendications à faire, même si je pense qu'il faudra toujours être sur le terrain, être vigilant à certaines choses. Mais voilà, on le ressent, et même dans ces groupes engagés, comme on a tendance à dire, du Riacuisto, eh ben, aujourd'hui on retrouve des albums beaucoup plus apaisés, un peu plus de chansons d'amour, un peu plus. Voilà, voilà, peut-être qu'on trouve une certaine tranquillité maintenant. Alors, pour finir, vous êtes venu avec quelques pièces de votre collection. Présentez-les-nous et pourquoi avez-vous choisi ces pièces-là? Bon, alors, Antonio Chiosi, donc Antonio Chiosi, bien évidemment, ça a été la plus grosse production en Corse. Hein. Il faut savoir qu'Antonio Chiosi pouvait sortir jusqu'à 4 albums dans la même année. Donc, ce qui est énorme hein, pour l'époque. Donc Antonio Chiosi, lui, pour sa carrière, a débuté à Paris, hein, grâce à un concours de la chanson corse à l'Olympia. Et bon, ben, ça a été un des premiers, je dirais, à professionnaliser la chanson corse, on dira. Donc ensuite, j'ai pris le premier disque de Cantavo Corso et Rio di Domane, donc, qui a bien évidemment marqué l'histoire de ce groupe mythique et de tous les autres groupes qui ont suivi, hein, finalement. Hein. Donc là, j'en ai pris un autre de Cantavo Corso qui est des années 80, qui date de 82, celui-là. Donc là, on voit déjà une ouverture au monde, une envie déjà de... Vous voyez, donc on commence à avoir des personnes typées, des personnes, voilà, on est dans une rue, on imagine déjà une ville. Donc on voit que dans les années 80 déjà, on est un peu plus dans un travail de création en fait, et d'ouverture au monde. Idiamo agli Alesi, Nantaroso il Codiasto, il y a donc pareil, hein, c'est le premier album de ce groupe hein, qui... Voilà, on dirait que c'est les poulains de Cantavo Corso à ce moment-là. Hein. Et là, justement, on parlait du chant féminin. Donc, Idiamo agli Alesi encore, avec Edu et Patricia, donc avec le groupe de Patricia Gattagic et Patricia Poli de l'époque. Donc, ça, pareil, c'est un disque des années 80, début 80. Et là, on voit que, justement, on fait place au chant féminin. Hein. Donc, un groupe d'hommes et de femmes, c'était... Voilà, je vous ai aussi le premier disque d'Imo Vrini. Donc sur cette pochette, on voit Jules Bernardini qui est le père hein, de Alain Jean-François. Et voilà, donc c'est le premier album en hommage à leur père. Et ensuite, tout à l'heure, on parlait aussi des enfants. Donc Imo Vrini, Ayo, c'était pareil, donc quelques chansons d'enfants. On y retrouve justement quelques chansons de Dion Teramuro, qui est décédé il n'y a pas longtemps, qui est un des plus grands poètes corses, et qui a sa place justement dans pas mal de la production corse, en fait. Donc, pour ne pas faire de jaloux, j'ai pris aussi un groupe du Sud. Voilà. Io Geli Gaon, donc c'est un disque assez rare, hein, leur premier disque, ils ont sorti que 2 disques, à ma connaissance. Donc pareil, un groupe, on y retrouve bien évidemment des chansons assez engagées. Hein, donc voilà, c'était pour montrer aussi que dans le sud, de partout, il y avait... Donc, et pour terminer, on terminera sur une touche balanine. Avilita, voilà, Mattia Monantra. Voilà, et avec... c'est un album des années 80 aussi, 82, je pense, une pochette de Tony et Jérôme Casalonga, qui va très bien dans votre décor d'ailleurs. Il a brûlé les stagions. Voilà, pour faire un petit point. Alors merci Jean-Antoine, on a fait un très joli tour en musique de cette histoire de Corse, de cette histoire musicale. Merci d'être venu et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Talk A Boy.